Elle n'est pas très loin d'ici, à Bron. Elle a travaillé à Europe 1 comme moi, elle aime la voile comme moi, je ne sais pas si elle a un diplôme comme moi de maîtrise de voile, on lui demandera. Non, je rougis d'oser me comparer à elle. Catherine Chabot est juste la première femme à avoir fait un tour du monde en course solitaire, sans escale. C'était la 3e édition du Vendée Globe en 1996. Et quelle édition! Il s'est passé des choses dans les mers du Sud. Et alors il se trouve que c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle ne voulait pas qu'on le dise. Elle ne s'attendait pas du tout. Oui, alors on peut toujours applaudir, mais on peut aussi chanter. Oui, c'est sans transition. Si. Et là, je ne vois pas comment elle va résister. Elle va être obligée de venir sur scène pour vous remercier et nous expliquer tous les dangers qu'il y a à polluer la terre, parce qu'évidemment, tout se retrouve en mer. Alors on y va. Vous ne me laissez pas toute seule. Hein. C'est pour Catherine Chabot, une Lyonnaise. 3, 4. Happy birthday to... Happy birthday to you, Catherine. Happy birthday to you. Voilà, Catherine Chabot. Je vous embrasse. Merci. Je ne vais pas embrasser le micro. Merci. Non, on la joue. Oui, alors vous me disiez quand même, voilà, merci beaucoup, merci à la salle, parce que c'était pas prévu, il ne le savait pas non plus. C'est quand même assez incroyable, parce que effectivement, on me demande de venir parler de l'eau à Lyon, où je suis née, le jour de mon anniversaire. Alors je viens pas très souvent ici. Non. Et j'ai l'impression que c'est un vrai retour aux sources. Oui, vous êtes émue. Oui, parce que je me dis, je ne pouvais pas ne pas accepter l'invitation. Voilà, on est bien contente que vous soyez là. Alors installez-vous, je vous en prie, je vais me mettre pas très loin de vous. Il se trouve que, bon, on ne va pas passer des images de course, mais on se souvient bien de vous. 96, je disais, Vendée Globe, il y a eu du mauvais temps cette année-là. Ça n'a pas été simple, c'était quelque chose de lourd à porter, ça j'imagine, toute seule au milieu de l'océan, on prend conscience qu'on n'est pas grand-chose par rapport aux éléments. Non, effectivement, ça a été le plus violent de tous les Vendée Globe. Avant et après, ils n'ont pas été aussi violents. C'est très impressionnant. En 96, on était 15 au départ, et on était 6 à l'arrivée. Alors je suis peut-être la première fois à l'avoir bouclé, mais j'étais la dernière ce jour-là. Le 23 mars 97, je suis arrivée 140 jours toute seule sur ces océans. Et puis une expérience qui m'a appris beaucoup de choses, et notamment qu'on est vraiment tout petit. Et que la nature, on doit juste composer avec et pas essayer de lutter contre. J'étais toujours très étonnée parce que au retour de mes courses, on me dit « Oh, vous avez dû lutter contre les éléments ». Eh bien, ce que m'a appris le Vendée Globe, c'est qu'on ne lutte pas, parce que si on lutte, on est juste perdu. C'est même pas la peine de lutter. Il faut juste arriver à composer, c'est-à-dire anticiper. Je pense que composer avec, c'est, à mon avis, une notion certainement à avoir en tête quand on a à gérer l'eau. Alors, humilité, forcément, vous venez de le dire, hein, on n'est pas grand-chose. Compétences, quand même. On ne se lance pas comme ça. Renforcement des compétences. Vous étiez, même si on fait le dos rond, vous saviez de quoi vous parliez. Vous étiez une professionnelle sur l'eau. Oui, enfin moi j'ai toujours été surtout amateur. Hein. L'amateur, c'est celui qui aime. Je crois que je suis avant tout passionnée de mer. J'ai eu la chance de connaître la mer en dessous avant de la connaître au-dessus. J'ai gamine, donc mes parents qui ont fait escale à Lyon, mon père était ingénieur des mines. Il a travaillé dans le pétrole, mais lui était passionné de mer. Il était marseillais d'origine. Et dans les années 60-70, il n'y avait plus de poissons à l'époque en Méditerranée. Je crois qu'on en a retrouvé parce que justement grâce aux stations d'épuration efficaces qu'on a pu installer, on retrouve du poisson aujourd'hui en Méditerranée, mais dans les années 70, il a donc découvert la Bretagne, incité par des amis, et donc c'est là-bas que j'ai effectivement appris l'eau. Et j'ai d'abord découvert, mon père faisait de la chasse sous-marine et de la plongée, et donc j'ai très tôt eu un masque et un tuba, et j'ai pu voir à quoi ressemblait l'eau en dessous. La mer et j'ai vu qu'elle était vivante. Donc je pense que l'engagement que j'ai aujourd'hui pour les océans, il vient certainement de là. Alors on va regarder quelques images pour commencer. Vous êtes sur un bateau, ça c'est pas surprenant, mais vous êtes en Méditerranée et vous tombez directement sur la pollution, enfin au pied du bateau. Oui, alors si on peut envoyer les images, j'ai tourné depuis que j'ai arrêté la compétition il y a 10 ans à peu près, des documentaires sur le développement durable, parce que la journaliste et la navigatrice que je suis,
et qui, depuis 10 ans, essaie de s'engager pour faire comprendre les enjeux liés aux océans, s'intéresse aux solutions. C'est-à-dire qu'il y a, et j'en reparlerai, il y a de vrais problèmes. Et moi, j'ai envie de mettre la lumière sur les solutions. Donc, ces documentaires sur le développement durable étaient un peu c'était leur objectif. Alors, on va regarder ces images. C'est juste quelques images pour vous. J'ai accompli 2 tours du monde en solitaire et sans escale lors des Vendée Globe 97 et 2000. Une autre course s'engage pour moi aujourd'hui, celle des actions concrètes pour protéger notre planète. C'est en Méditerranée que j'ai choisi de faire escale. Chaque été, la région PACA attire plus de 9 millions de vacanciers qui s'ajoutent aux 5 millions d'habitants, ce qui fragilise l'environnement. Enclavée au milieu des terres, cette mer est sujette aux pressions des hommes et ses seules armes, ce sont les vents qui la balayent. J'ai appris que son tempérament pouvait parfois se transformer en tempête aussi soudaine que violente. Très grosse dépression. En devenant navigatrice, j'ai fait le pas du large, m'éloignant de la foule venant profiter du soleil. L'occupation principale du navigateur solitaire est l'observation des éléments et à l'approche des rivages, il ressent d'autant plus l'impact que les êtres humains font subir au milieu marin. On va essayer de le ramasser. Oh, ça passe trop vite. Si, je l'ai eu. Je suis devenue maman à 40 ans et je souhaite transmettre à mon fils une planète saine, juste et harmonieuse, gardienne du foisonnement de la biodiversité. Pour moi, c'est une obligation éthique et morale. Un bidon d'huile et... Alors, pour être sincère, il n'y a pas de montage. On l'a pas jeté à l'eau, ce bidon. Hein. C'est juste ce que je vois très régulièrement quand je navigue. C'était pas calculé. Et c'est vraiment une des origines de mon engagement aujourd'hui. C'est que dès les premières traversées, il n'y a pas eu une traversée, il n'y a pas un jour où je n'ai pas vu des macro-déchets sur les océans. Pas un jour. Que ce soit sauf éventuellement les mers du Sud. Alors des bouteilles plastiques, beaucoup, du polystyrène, etc. Et on sait, mais on en reparlera, que 80% de tout ça, ça vient de la terre. Voilà, ouais. Alors, donc, vous faites encore du bateau, hein, vous avez 2 bateaux au moins, peut-être 3, 2. Oui, je fais toujours du bateau. Mais vous vous êtes engagé en faveur de l'environnement et de l'eau. En quoi consistent vos engagements ? Écoutez, depuis 10 ans, j'ai à la fois... j'ai d'abord commencé par essayer de monter ces documentaires, donc il y en a eu 4, où justement il y en a plusieurs qui traitent le lien terre-mer. Et puis j'ai eu la chance, alors j'ai mené des missions nautisme et développement durable, parce que globalement mes engagements ont deux axes. Hein. Il y a un axe un peu institutionnel, j'en reparlerai, puis un axe terrain qui est essayer de faire avancer et essayer d'engager la filière nautique et le maritime en général dans un développement durable de ces activités. Alors le côté institutionnel, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, je m'aperçois, j'ai participé au Grenelle de la mer, j'ai eu la chance de présider le groupe de travail sensibilisation, éducation, communication. Et je me rends compte, je suis rentrée derrière au Conseil économique, social, environnemental. Hein, j'ai bénéficié de la réforme de cette institution qui a fait l'entrée, la parité et l'environnement dans le Conseil. Je suis dans la section environnement. Et sortie du Grenelle de la mer, je me suis rendu compte que la mer, on en parlait, était absente encore de cette assemblée. Donc j'ai dit à Jean-Paul Delevoye, son président, je vais faire entrer la mer au Conseil. J'essaie dans cette institution, on va dire, de faire comprendre à tous que sur beaucoup d'enjeux, cela concerne les océans. Je vous donne un exemple, le climat. On a pondu un avis peu avant les négociations climatiques de Durban sur le climat. Il n'y avait pas une ligne concernant les océans. Pas une ligne. J'ai été jusqu'en amendement en plénière pour qu'on mette 3 lignes que j'ai fait écrire d'ailleurs par un chercheur qui accompagne l'équipe de Tara, hein, qui est directeur scientifique de Tara Océan, hein, qui vient de faire un tour du monde sur le plancton, pour l'étude du plancton.
Il m'a écrit 3 lignes juste pour dire, il n'y a pas que les forêts, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi les océans. Les océans sont le 2e, voire le 1er poumon de la planète. Et c'est eux qui recyclent en grande partie le gaz carbonique qui est dans notre atmosphère. Et ces océans d'ailleurs qui en pâtissent, puisque ce gaz carbonique trop dense finit par acidifier les océans. Donc il y a la relation océan-climat sur laquelle j'essaie de faire comprendre les enjeux. Il y a aussi la relation, le lien entre la terre et la mer. Parce que ces déchets dont je vous ai parlé, je vous dis, viennent à 80% de la terre. Alors c'est sûr, on a beaucoup pointé du doigt pendant des années les marées noires, à juste titre. Hein. Aujourd'hui, les marées vertes. On a aussi beaucoup pointé du doigt le transport maritime. Mais le secteur économique maritime n'est pas responsable de la totalité de ces déchets. Les déchets, pour ce qui est des déchets solides, viennent à 80% de la terre. Alors par le courant, ça vient d'ici, ça emprunte le courant des rivières, enfin des petits cours d'eau, des rivières. Dès qu'il y a une pluie, bien évidemment, tout le monde le sait, ça balaye, etc. Et là, je vous parle des déchets solides, mais il y a toutes les pollutions chimiques qui ont un impact colossal sur les océans. Les océans, pour reprendre l'identification, la définition qu'en donne Gilles Boeuf, qui est président du Muséum national d'histoire naturelle, subissent 4 types d'impact, de pression. Il y a tout ce qui est surexploitation des mers, la surpêche, souvent illégale. Hein, c'est pas que les pêcheurs qui essaient de mieux faire, qui sont à l'origine. Il y a beaucoup de pêche illégale. Il y a de la pêche de plaisance aussi. Il y a la dissémination des espèces, ce qu'on appelle les espèces invasives. Il y a le changement climatique, j'en ai parlé. Et puis, il y a les pollutions et la destruction des habitats. Et les pollutions, je vous le dis, elles sont majoritairement, elles viennent de la Terre. Alors, quand je parle de déchets, c'est à 60-80% des plastiques qui, dans le milieu naturel, finit par se fragmenter. Et pour atteindre des chiffres, alors dans les travaux qu'on a menés au CESE, j'ai été rapporteur d'un rapport et d'un avis que je vous invite à regarder. Il est téléchargeable sur Internet. Le titre, c'est « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ?» Et on a tout un chapitre qui est concernant les impacts, et notamment les impacts dus aux pollutions telluriques. Et dans les chiffres que j'ai relevés, que je voulais vous citer, la Méditerranée, c'est 7 millions de tonnes de déchets dans les océans qui se déversent chaque année. Dans les fonds océaniques, il y a des zones d'accumulation. Il y a ce qu'on appelle dans les gyres océaniques, c'est-à-dire des endroits de concentration, puisqu'en fait, ces déchets commencent par arriver. Je parlais de la rade de Marseille tout à l'heure. Il y en a énormément dans la rade de Marseille, mais après, ça emprunte le chemin des courants, etc. Et puis, dans tous les océans, alors tout le monde a entendu parler de ce pseudo-continent de déchets au centre du Pacifique. Ouais. En fait, il y en aurait 2 dus à ces vortex océaniques. Il y en a dans tous les océans. Il y en a en Atlantique Nord, en Atlantique Sud, Océan Indien nord et sud, et donc c'est assez étonnant. Un chiffre concernant ce continent de plastique, on aurait recensé, parce qu'aujourd'hui il y a des recherches qui sont menées sur le sujet, 1 million de fragments jusqu'à 1 million de fragments par kilomètre carré dans le Pacifique, et en moyenne 335 000 fragments de plastique, de plastique surtout, par kilomètre carré dans le Pacifique. Alors moi je vous propose, avant de poursuivre et de vous parler un peu des pollutions telluriques, un petit clip qu'on a réalisé donc dans mes engagements, vous me demandez ce qu'il y a. Il y a, et je vous reparlerai de la suite après, il y a eu le Grenelle de la mer, et on a à l'époque organisé ces journées de la mer. Et on avait monté un clip qui vous donne un petit peu une idée de ce lien entre la terre et la mer. On va regarder ça avec plaisir. Eh bien, Francis, on attend maintenant une action de l'équipe jaune. Ouais, qui ne devrait pas tarder, Jean-Pierre. Hein. Alors que l'on voit maintenant l'équipe rouge qui se prépare et qui va certainement tenter une action. Bon, là, je ne crois pas qu'il soit tout à fait prêt. Hein. Non, quel suspense, quel suspense. Petit tour du côté des bleus. Oui, très très belle concentration. Ah, je crois que c'est parti. Oh oui, oh là là, quel beau geste.
Oui, et c'est un doublé pour les rouges. Magnifique lancé de Mégo. Quelle classe, quel naturel. Ah, c'est beau, il peut être fier de lui, le concurrent rouge. Hein. Ah oui, et ça enchaîne. Oh oui, double jeté d'emballage pour les jaunes. Alors, comment vont réagir les rouges? Ah oui, même pas un regard pour le mégot. Oh, très joli dédain. Et magnifique lâcher pour les bleus. Oh là là. Pensez à toutes ces particules de caoutchouc qui vont bientôt décorer nos mers et notre littoral. Ah oui, un geste de toute beauté, en effet. Ah, l'épreuve indoor, qui n'est pas la plus difficile, mais qui est néanmoins quelque peu technique. Tout à fait. Oh, Francis, c'est magnifique ce qu'elle a fait là. On revoit le ralenti. Oh, franchement, c'est magnifique, vraiment. Alors, je crois qu'un événement extérieur est en train d'accélérer le cours des Oui, choses. un petit coup de pouce va permettre aux mégots de l'équipe rouge de gagner plus facilement et surtout plus rapidement la mer, où ils pourront ainsi polluer chacun quelques 500 litres d'eau. Ah, quel beau score, Jean-Pierre, quel beau score. Écoutez, je vous propose d'aller faire un tour vers la ligne d'arrivée pour faire un point sur les résultats. Eh bien, Francis, nous voilà au point de ralliement des déchets avec l'arbitre, Monsieur Faubert. Oui, qui n'en est pas à son premier déchet. Oui, on passe au caoutchouc, attention. 14 débris de caoutchouc pour les bleus. Oui, 14 débris qui ont permis de tuer une dizaine de poissons. Excellent. Magnifique, hein. Score de l'équipe violette maintenant. Oui, je rappelle que c'était le lancer de coton-tige, hein, Jean-Pierre. Oui, très important le coton-tige, monsieur l'arbitre. Oui, beau geste. Combien de points? 80 points, c'est franchement inespéré. Alors, voyons maintenant le score de l'équipe rouge, lancer de mégot. Lancer de mégot. Monsieur l'arbitre, combien? 137 mégots, 137. Ah oui, je crois que c'est un record. Ah oui, bravo. Alors je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr tous participer à la pollution des mers et des océans. C'est très facile, que ce soit chez vous ou dans votre ville. On se retrouve dans quelques mois pour les épreuves d'hiver à la montagne. Ah, j'ai hâte, Francis, j'ai hâte. Superbe idée. Chaque année, 6 400 000 tonnes de déchets sont déversées dans les mers et les océans. 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins sont tués par des déchets. L'important, c'est de ne pas participer. Magnifique. Excellente idée. Oui, alors Diffusé où ? On l'a diffusé à l'époque autant que faire se peut. C'est toujours téléchargeable sur le site du ministère de l'écologie. Et là, on se dit... Et alors, on avait choisi, c'est moi qui avais... l'idée, je la trouve géniale, Oui. des réalisateurs, c'est les services de la DICOM, au ministère de l'écologie, qui avaient réalisé ça. Et ils espèrent encore pouvoir faire le retour à la montagne, parce que la problématique est la même. Et on avait choisi les lâchers de ballons, les mégots et les cotons-tiges, parce que ce sont véritablement des déchets qu'on retrouve sur... c'est loin d'être les seuls. Il y a toutes les bouteilles plastiques, etc. Les cotons-tiges, alors moi j'étais très surprise, mais une spécialiste des macro-déchets qui s'appelle Isabelle Poitou, et qui a essayé d'identifier le chemin un petit peu, de caractériser les déchets qu'elle retrouvait sur les plages, trouvait énormément de cotons-tiges. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jettent les cotons-tiges dans les toilettes, et que ça passe au travers sans doute des grilles des stations. Au passage, je vous invite, il y a un livre qui est en train de sortir, qui est remarquable, Une mer propre, mission impossible, rédigé par 3 spécialistes des macro-déchets. Vous avez participé ? Alors moi, j'ai pas participé du tout. Ils m'ont gentiment demandé de leur faire la préface, parce qu'ils savent que c'est un sujet qui me tient. Voilà. Et on sait tout sur l'origine des macro-déchets, comment, voilà, quelques pistes aussi, ce que ça devient en mer. On mettra ça sur le site des agences de l'eau. Et puis aussi, peut-être votre blog. Vous avez un blog pour vous pourrez faire référence. Faut que je mette dessus. Ah. Alors j'aimerais qu'on parle des solutions. J'allais vous poser la question, parce qu'on ne prend pas suffisamment conscience, mais on voit que la situation est quand même assez grave. Donc, qu'est-ce qu'on vous proposez, qu'est-ce que vous préconisez comme solution ? Alors, on a travaillé, vous savez, au Conseil économique, social, environnemental. On ne sait pas forcément toujours à quoi on sert, et on est souvent remis en question. Moi, je crois qu'on fait un travail formidable, et que les politiques devraient utiliser beaucoup plus souvent le travail que l'on réalise. Donc, c'est des messages que j'essaie de passer. Du reste, on a fait un avis récemment sur la gestion de l'eau dans l'agriculture. Donc, j'informe les gens qui sont dans la salle que ça peut intéresser. Dans les préconisations qu'on a faites sur les macro-déchets, sur les pollutions diffuses,
On s'est rendu compte pendant nos travaux qu'il y avait, suite à la convention de Montego Bay, donc de 82, qui donc est on va dire, une répartition un peu territoriale des États du monde entier sur le maritime. Suite à cette convention, il y a eu un programme dit de Washington, qui est le programme d'action mondiale pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres. Ce programme n'est appliqué par personne. Personne ne connaît ce programme. J'ai posé des questions autour de moi, on ne le connaît pas. Donc dans nos préconisations, on propose une convention cadre de lutte contre les pollutions marines d'origine terrestre. Parce que ça nous semble, c'est complètement essentiel. Je crois que peut-être que les gens sont étonnés dans la salle de voir qu'est-ce que vient faire une navigatrice chez eux, quoi. Non, je crois pas. Dans cette histoire. Mais Monsieur Rocard nous a parlé longuement de cette histoire de l'eau pour la France. La France dispose du 2e espace maritime au monde. On a 11 millions de kilomètres carrés, justement, depuis cette convention de Montego Bay. C'est à la fois des richesses, des perspectives économiques pour la France, mais c'est aussi des responsabilités. Et donc, on a un vrai rôle à jouer sur la qualité du milieu marin. Donc, on a cette préconisation de créer une convention cadre de lutte contre les pollutions marines d'origine tellurique avec des déclinaisons régionales. Qui s'appuierait notamment sur le principe pollueur-payeur dont parlait M. Rocard tout à l'heure. Alors je suis très très fière parce que dans les préconisations qu'on avait insérées, on avait dit il faut qu'au prochain Forum mondial de l'eau, on puisse faire le lien entre la terre et la mer et qu'on laisse de l'espace, qu'on parle de cette relation et de l'impact on va dire d'une mauvaise gestion de l'eau de terre sur les océans. Eh bien, c'est acté aujourd'hui, puisque je me suis appuyée sur les relais des représentants des grandes enseignes françaises de l'eau, Suez et Veolia, qui sont avec moi au CESE. J'ai réussi à faire passer le message. Bravo. Et donc, au prochain Forum mondial de l'eau, on va parler des océans. De la même manière qu'on a la COP 21 sur le climat accueillie par la France en 2015, et on parlera aussi des océans. C'est des messages qu'on a réussi à faire passer. Alors je vais pas vous décliner toutes les préconisations. Sur les macrodéchets, on en a qui concernent les élus. Enfin, je vous invite vraiment à télécharger nos travaux. C'est quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans. Et on en a notamment, vous savez qu'il y a une directive cadre stratégie milieu marin. Et donc, il y a, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, une vraie solidarité aval-amont autour des bassins versants. Et donc, on a une préconisation, je ne la retrouve pas là, mais sur l'implication des collectivités de l'amont pour atteindre ces objectifs de la directive cadre stratégie milieu marin, qui est de retrouver le bon état écologique à l'horizon 2015. C'est dans 2 ans. Je vous assure, on y est très très loin. Donc voilà. Et puis, effectivement, développer, mais ça je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais développer des moyens de collecte des déchets dans des lieux de concentration, dès qu'il y a du ruissellement, bien évidemment, des intempéries. C'est juste à ce moment-là que tous les macro-déchets rejoignent les cours d'eau et les océans par la suite. Et votre petit garçon, vous l'éduquez, vous lui dites... Oui. Vous faites aussi de la prévention à la maison? Oui, alors je vais vous dire, parce que je pense que c'est important, je l'éduque là-dedans, mais je pense que globalement, j'essaie de l'éduquer au respect. Ouais. Parce que pour moi, c'est un respect. Je pense que ce qui nous manque un peu aujourd'hui, c'est cette sensibilisation au respect de la nature, au respect des hommes. Je pense que c'est tout ça, quand on parle de développement durable, je pense que tout ça fait partie des mêmes valeurs. Et c'est ça que j'essaie de lui transmettre. Et puis je pense que si tout à l'heure, Monsieur Rocard nous expliquait ce modèle français de l'eau, eh bien je pense que la France, 2e territoire maritime au monde,
peut élargir peut-être son modèle de l'eau au modèle du cycle de l'eau, puisqu'on est reliés tous par le cycle de l'eau. Voilà, on est tous liés. Alors, je vais livrer Catherine Chabot à vos questions. Je sais que vous rêvez de lui en poser. Donc, pareil que tout ce matin, même système. Il y a dans la salle Anne qui est toujours là, mais c'est Marc qui a remplacé Fabien. Vous levez le bras et ils vont passer un micro et voilà, vous vous présentez, vous posez votre question à Catherine Chabot. Alors nous, on est un peu éblouis. On voit pas très bien. On voit pas très bien qui lève le bras, mais n'hésitez pas pour une question ou pour une autre. Et avant la première question, je voulais vous dire que dans mes engagements, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que je travaille depuis quelques années maintenant sur un voilier du futur, ayant saisi l'opportunité du développement des investissements d'avenir et le programme Navire du futur. Et avec notre voilier du futur, nous allons essayer de développer une station de traitement des eaux noires et grises embarquées, parce qu'un bateau, c'est comme la Terre, c'est un monde fini, et donc il faut essayer d'arriver à gérer soi-même son eau. On a des systèmes de dessalement de l'eau de mer à bord, mais nos eaux usées, avant qu'elles retournent à la mer, il faut arriver à les traiter de manière biologique. On n'a pas encore les bons systèmes sur des bateaux d'une 10-15 mètres. Donc on essaie de développer quelque chose. Superbe initiative. Alors, les questions. Bonjour. Patrick Legnaud, je Bonjour. suis un ancien salarié de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, et je prépare actuellement une thèse sur l'histoire des agences de l'eau dont nous a parlé Monsieur Rocard. Et j'avais deux questions. Alors c'était pour Monsieur Rocard, je ne sais pas si c'est autorisé. Écoutez, là, j'avoue qu'on a pris beaucoup de retard et on va plutôt concentrer les questions maintenant sur Catherine Chabot. Okay. Pas facile de passer derrière Monsieur Rocard, en plus il a été tellement passionnant. Oui, je lui poserai un aparté, alors merci. Non, on va prendre les questions qui concernent l'exposé Catherine Chabot, si vous voulez bien. Pardonnez-moi, monsieur. Voilà, il s'agit maintenant de parler du lien de la Terre et des océans à travers malheureusement de la pollution. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je sais pas. Alors, ce qu'on pourrait dire, en attendant éventuellement qu'il y en ait une, que je n'ai pas précisé, concernant les pollutions diffuses, Oui. des chercheurs, enfin les recherches ont vraiment montré que les fragments de plastique que l'on retrouve, qu'on a notamment beaucoup en Méditerranée, il y a en ce moment une expédition en Méditerranée qui s'appelle MED, Méditerranée en danger, et qui constate que les fragments de plastique sont ingérés par la faune et qu'on les retrouve. Évidemment. Voilà. Il y a en Belgique des chercheurs un chercheur qui a travaillé aussi sur l'ingestion de ces fragments par les moules. Il a constaté qu'il y avait 1 gramme de plastique par kilo de moules dans les moules qu'il a pu observer en mer du Nord. On a constaté que les ours blancs polaires avaient des PCB aussi dans leur organisme. Ils sont au sommet de la chaîne donc alimentaire marine et la chaîne trophique marine, et c'est véritablement aujourd'hui, à mon avis, des bombes à retardement qu'on a. Donc vraiment, moi, d'abord, je voudrais remercier l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui, il y a quelques années, avait été un de mes partenaires pour quand j'ai commencé à lancer des projets de sensibilisation. Et je la sais très efficace. Je la savais très efficace en PACA, mais je vois ici aussi. Donc, un grand bravo à votre action. Et puis, merci aussi de me donner cette opportunité de ce lien entre la Terre et la mer. C'était un plaisir de vous écouter. S'il n'y a pas de questions ou pas, il n'y a pas de questions. Nous allons poursuivre. Je crois que voilà. On va poursuivre le déroulement de l'après-midi. En tout cas, Catherine, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venue. Et on passe une belle soirée à Lyon, une belle soirée d'anniversaire.